Ok, regardez ça. Il y a 55 millions d'années, dans les forêts d'Amérique du Nord, vivait cet animal de la taille d'un chien. Il est très craintif et il passe ses journées à grignoter des feuilles en se cachant des prédateurs. Franchement, si vous étiez là à l'époque, jamais vous n'auriez parié un centime sur lui. Et pourtant, cet animal va changer la face du monde. Pendant des dizaines de millions d'années, il évolue sur le continent américain, il grandit, il se transforme jusqu'à devenir cet animal. Et puis, il y a environ 10 000 ans, pour des raisons qu'on comprend toujours pas, il s'éteint, avant qu'aucun humain n'ait pu le domestiquer. L'histoire aurait pu s'arrêter là, et le monde qu'on connaît aujourd'hui serait complètement différent. Sauf qu'aujourd'hui, des chevaux, il y en a partout, en Europe, en Asie, en Amérique, sur tous les continents. Et ça, pendant longtemps, personne n'a vraiment su l'expliquer. Jusqu'à ce que des archéologues découvrent au Kazakhstan un site vieux de 5500 ans avec des squelettes de chevaux qui montreraient des traces de domestication. Pendant des années, tout le monde pense que c'est de là que viennent nos chevaux domestiques. Les scientifiques ne le savent pas encore, mais ils se trompent. Il faudra attendre 2021 avec cette étude pour enfin comprendre d'où vient vraiment le cheval qu'on connaît. D'habitude sur cette chaîne, j'explore des écosystèmes, je filme des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un animal qu'on croit bien connaître et qui est probablement le plus grand oublié de notre histoire. Plus j'ai creusé le sujet, plus j'ai réalisé qu'on n'avait aucune idée de ce que cet animal avait traversé. Son histoire a tenu à presque rien, une migration qui l'a sauvé, des mutations génétiques apparues par hasard, et derrière tout ça, des millions de morts dont personne ne parle. Bon, j'allais quand même pas faire une vidéo sur le cheval sans aller sur le terrain pour en filmer. Avec mon pote Thomas, on s'est rendu au Haras de la Sens, près de Paris. Ils ont été hyper sympas de nous accueillir et on n'est pas allé là-bas les mains vides. Je pensais pas que ça arriverait un jour, mais GoPro m'a envoyé sa toute nouvelle caméra, la Mission 1 Pro, pour que je réalise une partie de ce documentaire avec. Cette vidéo est donc réalisée en partenariat avec eux. Pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on peut faire avec cette caméra, je vous affiche une petite indication sur tous les plans que j'ai tournés à la GoPro. En tout cas, en arrivant sur place, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est comment on est passé de ça à ça. Pendant des millions d'années, l'ancêtre du cheval vit dans un monde qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît. L'Amérique du Nord est couverte de forêts denses, chaudes et humides, et l'Hyracotherium est parfaitement adapté à cet environnement. Et puis très lentement, sur des millions d'années, le climat de la planète se refroidit. Les forêts qui abritaient ce petit mammifère reculent et elles laissent place à des prairies immenses. Pour cet animal, c'est un problème énorme, sa nourriture disparaît et il n'a plus d'endroit où se cacher. Et c'est là que la sélection naturelle fait son travail. Les individus les plus grands survivent mieux parce qu'ils voient les prédateurs de plus loin, ceux qui courent le plus vite leur échappent et au fil des générations, sur des millions d'années, la lignée se transforme. Les animaux grandissent, de 40 cm, on passe progressivement à plus d'1,50 m. Les doigts fusionnent et deviennent des sabots qui offrent une bien meilleure propulsion sur un sol dur. Au niveau de la bouche, les dents évoluent aussi pour être capables de brouter l'herbe des plaines. Le résultat, c'est ça. Un animal taillé pour les grands espaces, capable de courir à plus de 60 km/h, bâti pour l'endurance et la vitesse. Mais il y a un moment dans cette histoire qui va être déterminant. Il y a environ 3 millions d'années, une partie de ces populations traverse le pont terrestre de Bering vers l'Asie. Bon, aujourd'hui les continents sont séparés, mais à ce moment-là, on pouvait passer. Cette migration sur le papier, elle a rien de spectaculaire, sauf qu'en réalité, elle va sauver toute la lignée. Quand les derniers chevaux d'Amérique disparaissent il y a environ 10 000 ans, emportés par la même vague d'extinction qui touche les mammouths et les tigres à dents de sabre, c'est uniquement cette population eurasiatique qui survit. Et c'est cette branche qui va croiser la route des humains. Les premières traces de cette rencontre, on les trouve dans l'obscurité des grottes. À Chauvet, il y a 36 000 ans, à Lascaux, il y a 17 000 ans, et à chaque fois le même constat, c'est très souvent l'animal le plus représenté. Pendant des dizaines de milliers d'années, cet animal sauvage fascine les humains et personne n'arrive à le contrôler. Bon, quand j'ai reçu cette GoPro, il y a une fonction que je voulais absolument tester, et d'ailleurs quand je l'ai montré à mon nouveau petit pote, lui-même n'en revenait pas. Cette caméra peut filmer en 4K à 240 images par seconde, et ça on était obligé de le tester sur le drone en suivant des chevaux au galop.
Ok, il y a Thomas qui va nous faire un magnifique plan de FPV avec les chevaux qui courent. On les a un petit peu habitués tout à l'heure. Et là, ça va être parti. Je vais pas vous lister la fiche technique de cette GoPro Mission 1 Pro, mais ce qui la différencie vraiment de la concurrence, c'est son grand capteur de 1 pouce, sa capacité à filmer en 8K et à faire du slow motion extrême jusqu'à 960 images par seconde. Vraiment, c'est fou. Ok, c'est parti. Promis, je vais vous montrer les résultats, mais il faut d'abord qu'on résolve un mystère. Quand j'étais au Hara, j'ai pu filmer du dressage. Et peut-être que je suis le seul à me dire ça, mais je trouve ça incroyable qu'on soit capable de diriger avec autant de précision un animal de 500 kg qui pourrait en un coup de sabot nous assommer ou simplement nous faire tomber et partir en courant. Ce qu'on voit là, c'est bien plus rare qu'on le croit. La plupart des grands animaux sauvages n'ont jamais pu être domestiqués, alors qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là ? La vraie réponse, on la connaît que depuis 2021 et elle a surpris tout le monde. 162 chercheurs, 25 pays, 273 génomes anciens prélevés. Quand les résultats tombent, il s'avère que tous les chevaux domestiques du monde, sans exception, descendent d'une seule population, originaire des steppes pontiques, juste ici au sud de la Russie actuelle. La domestication a eu lieu il y a seulement 4200 ans pour une raison bien précise. Regardez, ces deux chevaux vivaient au même endroit au même moment et pourtant l'un d'eux peut facilement être domestiqué alors que l'autre non. La différence, elle se trouve dans leur ADN. Au fil du temps, 2 mutations génétiques sont apparues chez certains chevaux. La première, elle touche un gène appelé ZFPM1. Le cheval qui porte cette mutation est plus calme, moins craintif. Concrètement, si vous approchez de ces deux chevaux, celui-ci va vous laisser faire, l'autre va s'enfuir. La deuxième mutation, elle concerne le gène GSDMC. Il affecte la structure de la colonne vertébrale et la musculature. Chez le cheval, c'est ce gène qui a rendu son dos suffisamment solide pour supporter le poids d'un humain. Donc si on résume, on a d'un côté un cheval qu'on peut approcher et monter, de l'autre un cheval craintif qui ne supporte pas de grosses charges. Ces mutations, elles ont eu lieu par pur hasard, et forcément nos ancêtres ont préféré travailler avec ces chevaux-là plutôt qu'avec les autres. En les faisant se reproduire, ils ont amplifié ces mutations jusqu'à ce qu'elles deviennent dominantes. Le résultat de cette sélection, il est spectaculaire. Cette lignée que les généticiens appellent DOM2 se propage à travers toute l'Eurasie et remplace en quelques siècles la quasi-totalité des autres populations de chevaux. À ce moment-là, personne ne le sait, mais l'humanité entière s'apprête à basculer, et il va y avoir de la perte. En quelques siècles, les humains se retrouvent avec un animal calme, puissant, qu'on peut monter et atteler. Et ce qu'ils vont faire avec, vous allez voir que c'est complètement fou. Parce que pendant les 4000 ans qui suivent, le cheval va devenir la technologie la plus puissante de l'humanité. Et ça commence par la guerre. Avant le cheval, une armée se déplace à la vitesse d'un homme à pied. Elle met des semaines à traverser un territoire, elle est lente, vulnérable, épuisée avant même de combattre. Avec le cheval, tout change. On frappe vite, on se replie, on surprend un ennemi à des dizaines de kilomètres de là où on était la veille. Un autre avantage, c'est qu'on peut transmettre des ordres d'un bout à l'autre d'un territoire en seulement quelques jours. En gros, sans cavalerie, on peut contrôler une ville et sa périphérie. Avec une cavalerie, on peut contrôler un continent. Les Hittites, les Égyptiens, les Perses, les Romains, aucune grande puissance ne se construit sans le cheval. Mais il y a un empire qui va pousser ça plus loin que tous les autres. Au XIIIe siècle, les Mongols construisent le plus grand empire d'un seul tenant que le monde ait jamais connu. À son apogée, il s'étend de la Corée jusqu'à la Hongrie. 24 millions de kilomètres carrés, un quart de la population mondiale vit sous leur contrôle. Et tout ça, vous l'aurez deviné, repose entièrement sur le cheval. Le truc, quand votre empire est aussi grand, c'est de réussir à le tenir. Et pour y arriver, les Mongols mettent en place un réseau qui n'a aucun équivalent à l'époque, le système YAM. Des stations relais espacées de 25 à 40 km tout le long des routes principales de l'Asie à l'Europe. À chaque station, des chevaux frais, de la nourriture, un abri. Quand un messager arrive, il change de monture et il repart immédiatement. Le message continue de station en station, jour et nuit. Résultat, un ordre de l'empereur peut traverser l'empire en quelques jours. Et selon des historiens, aucun autre système de communication terrestre ne fera mieux jusqu'à l'invention du télégraphe 600 ans plus tard. Je trouve ça quand même fou de se dire que sans le cheval, l'histoire des 4000 dernières années aurait été complètement différente, au point que le monde qu'on connaît aujourd'hui n'aurait rien à voir. Sans le cheval, les empires ne se seraient pas étendus au-delà de quelques centaines de kilomètres, les villes seraient restées petites parce qu'à pied on peut pas acheminer assez de nourriture pour nourrir une grande population, l'agriculture n'aurait pas connu de grande hausse de la productivité, les échanges commerciaux entre régions auraient été limités.
Bref, tout se serait développé au ralenti, on serait probablement pas 8 milliards sur cette planète, et vous n'auriez potentiellement pas de smartphone, d'ordinateur ou de télé pour regarder cette vidéo. Bon, avant de passer à une partie bien plus sombre, il y a une histoire que je trouve incroyable et qu'il faut que je vous raconte. En 1493, pour son deuxième voyage en Amérique, Christophe Colomb arrive avec 17 bateaux, et dedans, devinez ce qu'ils ont apporté ? Des chevaux. Du coup, au moment de débarquer, ça fait 12 000 ans que le cheval n'a pas mis les pieds sur ce continent. Évidemment, Christophe Colomb, il le sait pas, mais il vient de réintroduire le cheval sur le continent qu'il a vu naître. Je trouve ça fou. Tu trouves ça fou toi aussi ? Bon, pendant que le cheval transforme l'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, il est sur le point de vivre les pires heures de son histoire. Juin 1812. Napoléon est au sommet de sa puissance, il rassemble la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue, 600 000 hommes et avec eux 180 000 chevaux. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, si on les met tous à la file indienne, il y a une distance de 500 km entre le premier et le dernier cheval. Quand l'armée traverse le fleuve Niémen pour entrer en Russie, le défilé dure plusieurs jours, la confiance est totale, personne ne doute de la victoire. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais le plan de Napoléon ne se passe pas aussi bien que prévu quand il arrive à Moscou, et avec l'arrivée de l'hiver, il donne l'ordre de retraite. Et là, c'est un cauchemar. Plus de 1000 chevaux meurent chaque jour, les soldats affamés se retrouvent à les manger, ils boivent aussi le sang pour se réchauffer, et ils vont jusqu'à s'abriter dans les carcasses encore tièdes pour survivre à la nuit. Sur les 180 000 chevaux qui sont partis en juin, seulement quelques centaines reviennent. 99% sont morts. Napoléon ne reconstituera jamais sa cavalerie, et ses grandes défaites qui suivent s'expliquent en partie par ce manque. Quand il perd ses chevaux en Russie, il perd bien plus qu'un moyen de transport, il perd ce qui faisait la puissance de son armée. Moins d'un siècle plus tard, malgré tout ça, le cheval n'a jamais été aussi présent dans nos vies. À Paris, au début du XXe siècle, chaque jour, 80 000 chevaux circulent dans la ville. Ils tirent les omnibus, les fiacres pour que les Parisiens se déplacent, ils transportent les médecins, le courrier et même les pompiers au galop pour éteindre les incendies. À Londres, à New York, c'est pareil, des dizaines de milliers de chevaux dans les rues et une population qui dépend entièrement de ça. En 1900, le cheval est partout et personne n'imagine que tout ça est sur le point de s'effondrer. En 1914, la guerre éclate en Europe et les armées ont besoin d'énormément de chevaux. Rien qu'en France, au total, près de 2 millions de chevaux ont été réquisitionnés. C'est d'ailleurs assez fou de lire les affiches qui étaient placardées dans les rues. Des familles voient partir l'animal avec lequel elles travaillent depuis des années. Ce que les gens ne savent pas encore, c'est que cette guerre qui ne fait que commencer va entraîner la mort d'environ 8 millions de chevaux, de mulets et d'ânes. Sur le front, les conditions sont difficiles, les chevaux s'enfoncent dans la boue des tranchées, ils sont affamés, il n'y a plus assez de fourrage, plus assez de prairies, tout a été ravagé par les bombardements. On retrouve même des chevaux en train de ronger les roues en bois des wagons ou l'écorce des arbres. Un autre problème, c'est le gaz moutarde qui colle à leurs poils et leur brûle la peau. Certaines unités décident de tondre les crinières pour limiter l'exposition et des masques à gaz sont créés spécialement pour eux. Pendant mes recherches, je suis tombé sur une bataille en particulier qui va être dévastatrice pour les chevaux et qui va clairement marquer la fin d'une époque. Le 30 mars 1918, dans le bois de Moreuil en Picardie, une brigade de cavalerie canadienne charge des positions allemandes défendues par des mitrailleuses. Je pense que vous comprenez le déséquilibre, les chevaux et leurs cavaliers sont fauchés les uns après les autres. Ce jour-là, la quasi-totalité des 800 chevaux de la brigade est tuée. Le monde comprend alors qu'il ne suffit plus d'avoir une grande cavalerie pour remporter des combats, l'ère du cheval de guerre est terminée. Dans les années qui suivent la guerre, regardez cette courbe, les populations de chevaux vont s'effondrer au profit d'une nouvelle technologie, la voiture. En 1950, il n'y en a quasiment plus aucun dans les rues de Paris. En l'espace d'une génération, l'animal sur lequel reposait toute la vie des grandes villes est remplacé. Aujourd'hui en France, il reste environ 1 million de chevaux, mais la grande majorité, vous vous en doutez, c'est pour le sport et le loisir. On les croise dans les champs, on les voit sauter des obstacles le week-end, et on pense rarement à ce qu'ils ont fait. Quand on prend du recul, qu'on réfléchit au fait que tout a commencé avec un petit animal craintif dans une forêt d'Amérique du Nord, on s'aperçoit vraiment que le monde qui nous entoure n'a tenu qu'à un fil. Si le climat n'avait pas changé, il se serait jamais adapté aux grandes plaines.
Si une partie de ses descendants n'avait pas migré vers l'Asie, l'espèce se serait éteinte, et si 2 mutations génétiques n'étaient pas apparues, on ne l'aurait probablement jamais domestiqué. Et pourtant, cet animal a labouré nos champs, porté nos empires, transporté nos messages, traversé nos guerres. Alors maintenant, vous le savez, pendant 4000 ans, le moteur de notre civilisation, c'était lui.